Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo astronologique du mois de janvier 2023 où nous avions évoqué avec Alain, astronome, les principaux points du ciel et où nous avions un petit peu abordé de façon large le dialogue qui pouvait exister entre l'astronomie et l'astrologie. Alors ce mois-ci, pour février 2023, le format va changer parce que nous allons avoir ce mois-ci un événement un peu majeur quand même à commenter. Donc, je vais à nouveau souhaiter bienvenue à Alain. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour et toujours aussi enchanté de ce nouveau partage astronologique avec toi, Véronique. Super. Ok, donc il y a un événement majeur qui va se produire ce mois-ci dans le ciel, qui pour les astronomes est connu, je dirais déjà pour l'événement visuel à observer, j'imagine, et puis peut-être aussi pour quelque chose d'ordre de la périodicité de l'événement, on va en parler. Donc pour nous, astrologues, c'est vrai que cet événement, c'est l'entrée d'une comète dans le champ vraiment de notre zodiaque, dans lequel nous avons l'habitude de commenter les événements astrologiques pour leur donner du sens toujours. Et donc ce mois-ci, eh bien effectivement, le 11 février, cette fameuse comète, dont je laisserai Alain faire la présentation, parce qu'elle a un nom un peu astronomique, alambiqué pour nous astrologues, elle n'a pas de nom, je dirais, au sens mythologique. Mais cette fameuse comète va venir entrer en conjonction avec notre planète Mars. Donc, bien sûr, pour moi, astrologue, ça a forcément du sens. Donc, cette fameuse conjonction, on va la regarder, alors évidemment, sur une photo un petit peu quand même préparée par Alain en astronomie. Voilà, je vous la mets un petit peu de manière plus large sur l'écran, que vous puissiez l'observer un petit peu et rêver. Alors que je vous dise tout de suite, on va changer. Donc, concernant le format de cette vidéo, la fois dernière, nous avions fait vraiment un podcast. Là, vous allez avoir des images. Donc, je vous signalerai de temps à autre quand on change d'écran pour que vous puissiez venir observer ce qu'on va vous montrer parce que ça va être très interactif aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu cette histoire de comète qui vient visiter Mars. Alors déjà, pour commencer, Alain, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une comète? Parce que on entend, bon, de façon familière, nous, en astrologie, la notion de planète, la notion de signe du zodiaque. On entend parler aussi d'astéroïdes pour nous en astrologie, puisque les astéroïdes sont aussi des corps célestes qu'on commence de plus en plus, là, ces dernières années, à analyser, voire même des recherches sont en cours pour savoir exactement ce que ces astéroïdes signifient pour nous en astrologie. Mais alors là, les comètes, on en a, je crois, jamais ou peut-être très rarement entendu parler pour nous astrologues, parce que je pense que ce n'est pas souvent qu'elles entrent dans le plan de ce zodiaque que nous commentons. Donc voilà, commençons par le début. C'est quoi une comète comparée à un astéroïde? Ce sont deux corps qui sont finalement assez similaires, on va dire, dans leur fonctionnement, c'est-à-dire que ce sont deux corps qui sont tous les deux en orbite autour du Soleil. Ok. Ce qui va différencier l'astéroïde de la comète, c'est leur composition. L'astéroïde, c'est vraiment un bloc de roche. Alors que la comète, c'est plutôt une grosse boule de neige sale, c'est-à-dire de la glace d'eau dans laquelle est emprisonnée des poussières de roches, plus ou moins grosses. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les comètes et les astéroïdes. Tu veux dire que les astéroïdes, donc, nous qui les étudions en astrologie, c'est un petit peu comme des mini-planètes, ou pas vraiment, en tout cas c'est rocheux, comme Voilà, nos premières planètes du système solaire sont rocheuses aussi, c'est ça? alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la très très grande majorité des astéroïdes sont effectivement des corps rocheux qui sont en orbite autour du Soleil avec des orbites, on va dire, quand même très peu elliptiques. Oui, C'est-à-dire, c'est ce qui fait la différence avec les planètes pour nous aussi, dans le sens de ces corps-là, oui. voilà, alors qu'une comète peut avoir, comment dire, des ellipses extrêmement allongées. D'ailleurs, on en reparlera pour cette même comète, Bien entre sûr. guillemets, Mhm. on pourra en reparler. Avec plaisir, oui. Donc, c'est aussi ce qui va différencier la comète de l'astéroïde. Alors, l'astéroïde aussi, pour la très grande majorité des cas, mais c'est aussi le cas pour un grand nombre de comètes, elle tourne dans le plan de l'écliptique, le plan qui passe par le centre du Soleil et le centre de la Terre.
et donc qui est en fait la bande du zodiaque hein, pour Oui, nous. c'est le plan dans lequel les planètes que nous, astrologues, analysons, hein, Voilà, c'est là où exactement. les planètes voyagent, dirons-nous. Voilà, exactement. Donc on Les a astéroïdes sont donc sur ce même plan, c'est ça? voilà un très grand nombre, mais il y a aussi beaucoup de comètes hein, qui sont. On en reparlera tout à l'heure, hein, Ok, peut-être probablement, mais ce n'est pas systématique. Donc voilà, d'accord. elles ont quand même des particularités bien à elles, hein, bien propres à leur catégorie si spécifique. Ok, d'accord. Donc la différence finalement aussi, hein, d'un point de vue, je dirais, plus physique peut-être, c'est que ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'une comète, elle charrie, entre guillemets, ou en tout cas elle amène quelque chose de l'ordre de l'élément eau, hein, comparé à une planète Exactement. qui est rocheuse. Ok, ça pour nous c'est intéressant aussi, hein, même si c'est sous forme de, je dirais, eh bien, de neige ou en tout cas de glace, hein, ça reste de l'eau. Donc, pour nous, ça fait une différence aussi. Et Mhm. puis, finalement, qu'est-ce qui fait, hein, puisque là, si je regarde à l'écran, je vais bouger un tout petit peu là, hein, pour ceux qui sont intéressés à regarder le visuel, hein, vous voyez hein, comment cette comète, elle est représentée ici, hein, avec une forme, ben, on pourrait dire de queue, hein, on parle d'ailleurs de queue de comète. Donc ça aussi, j'imagine, ça différencie astéroïdes et comètes. Ah oui, alors totalement, parce qu'un astéroïde n'a absolument pas de queue. Oui, alors Euh, c'est quoi cette queue? Explique-nous en alors, déjà, quelques mots. on va parler Oui. rapidement hein, de ce qu'on voit sur cette image Oui, et, comment dire, des différentes parties de la comète. Alors, il y ok. a une partie, Est-ce que tu peux montrer comme ça? voilà, alors il y a Je la te partie qui remercie. est vraiment ici hein, très brillante, qui en fait ne se voit pas vraiment, hein, puisque c'est là, par exemple, dans ce cadre-là, dans cette comète-là, c'est le noyau, c'est le bloc de glace hein, en lui-même. Il fait environ 1 kilomètre de diamètre dans le cadre de cette comète. Ensuite, la comète, eh bien, elle a une coma. C'est toute la partie verte hein, que vous voyez circulaire qui entoure le noyau. Et ensuite, il y a les fameuses des comètes. Alors, on voit ici une partie blanche comme ceci qui est la queue de poussière, hein, ici. Cette partie qu'on voit vraiment à cet endroit-là. Et puis, il y a une deuxième queue. Alors, cette queue de poussière, pardon, en fait, c'est tout simplement la poussière qui est, lorsque la comète se rapproche du Soleil, Ok. sous l'effet de la chaleur du Soleil, eh bien, la glace va directement passer de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide et va Mhm. libérer, du coup, toutes les poussières qui sont emprisonnées dans ce bloc de glace, Ok. hein, dans cette grosse boule de neige sale. Et donc, c'est ce qui va créer la queue de poussière hein, dont on vient de montrer là, qui est en blanc sur cette photo. Et puis, le Soleil va avoir une deuxième action, alors là, un petit peu plus complexe, c'est qu'il va avoir une action sur les molécules d'eau en elles-mêmes, il va réussir à les casser, à les briser, et ça va créer ce qu'on appelle la queue de plasma. Et la queue de plasma, c'est la queue très fine, vous voyez, qui s'étend là, ici, sur plusieurs... Alors là, en réalité, hein, cette queue-là, dans le système solaire, elle fait plusieurs millions, voire dizaines de millions de kilomètres de long. Et donc, deuxième chose très intéressante, c'est que là, on ne voit pas le soleil sur la photo, mais moi, je peux vous dire où il est. Il est obligatoirement à l'opposé de la comète par rapport à la queue. Donc, en fait, il faut voir, vous continuez cette ligne-là, ici de l'autre côté de la comète, et à un moment donné, vous allez tomber sur le soleil. Ok. Puisque c'est le vent solaire, hein, ce qui est, toutes les particules libérées par le soleil, qui va ben, déjà, dans un premier temps, pousser la queue de la comète hein, derrière elle, entre guillemets, mais attention, derrière elle, là, bon, je ne sais pas exactement quel est le sens de déplacement de la comète hein, sur cette photo, mais elle pourrait très bien se déplacer dans ce sens-là. Hmm. Et la queue serait quand même dans ce sens-là, puisque le soleil est à l'opposé. Donc voilà, ça c'est ce qui est des fois un peu contre-intuitif Oui. pour les gens. Alors, il y a comment dire, une métaphore hein, qu'on pourrait trouver. C'est exactement comme par exemple si vous aviez énormément de vent et les cheveux dans le vent, donc les cheveux derrière vous, et que vous reculez un tout petit peu, pas trop vite hein, évidemment sur Terre, mais vous aurez quand même les cheveux derrière vous et pourtant vous reculez. Ok. Donc ça, c'est la métaphore hein, un petit peu plus poétique hein, de cette comète qui va avoir donc un petit peu comme ça les cheveux au vent, effectivement. Donc en réaction, c'est ça tu disais, hein, avec ce soleil hein, qui Voilà, fait avec l'action du soleil. Ouais. avec l'action du soleil qui fait finalement, si on peut dire, c'est même pas fondre là, c'est transformer. Oui, oui, Hein, on ne peut pas parler de fondre, hein, fondre. puisque
la glace en elle-même. Alors, on peut quand même parler nous, en physique, entre guillemets, on parle de changement de phase ou changement d'état de la Oui, matière, mais c'est pas fondre comme au sens propre du terme, où vous mettez des glaçons dans une casserole c'est et ça. vous les faites fondre, hein. C'est pas vraiment la même analogie. D'accord. Donc finalement, oui, c'est une eau qui disparaît, en fait, qui se dissolue, si je comprends, qui se Bah, dissout, pardon. Rattrapé qui français. se transforme simplement en gaz, hein, En gaz. et Ok. ça reste de l'eau, hein. La Oui, ça vapeur d'eau, reste de l'eau. ça Bon. reste de l'eau. Oui, je pose la question toujours pour le sens des choses. L'astrologue est toujours en train de chercher le sens, donc c'est pour ça que je pose autant de questions. Ok, merci du coup pour cette description, hein, parce que comme ça là, moi quand je vois ça, je vois surtout quelque chose de très très beau, hein, mais on s'imagine mal tout ce que ça sous-tend au niveau physique. Alors du coup, paraît-il, elle a un petit nom d'oiseau, hein, cette comète, que je trouve peu poétique, hein, mais tu vas peut-être la présenter. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, hein, par rapport à d'autres, cette fameuse comète? Alors, bon, déjà, premièrement, elle a été découverte il y a un peu plus, enfin, pas tout à fait un an d'ailleurs, puisque c'était le 2 mars 2022, par un télescope automatique. Bon, je vais pas donner je vais juste donner l'acronyme, hein, puisque c'est ZTF. Et c'est un télescope, en fait, qui est dédié à la recherche des comètes et des astéroïdes. Et donc, quand elle a été détectée, les comètes portent un nom, hein. Donc, c'est le C, c'est Le comète? comète, tout Oui. simplement. 2022, c'est bah, son année de découverte. Ok. Alors, E3, c'est tout simplement parce qu'elle a été. Alors, si on avait par exemple eu la comète C 2022 A quelque chose, ça Mhm. aurait été pendant la première quinzaine de l'année, B la deuxième D'accord. Ok. quinzaine, C la C'est un troisième quinzaine. découpage chronologique. Voilà, Ok. en gros. Et le 3, c'est parce que c'est la troisième comète qui a été découverte dans cette quinzaine-là. D'accord. Voilà, et ZTF, eh bien, c'est le nom du découvreur, c'est-à-dire, en l'occurrence, le nom, eh bien, tout simplement, du télescope automatique qu'il a découverte. Alors, D'accord. évidemment, par le passé, on a eu des noms un petit peu plus poétiques, hein. Vous connaissez tous la comète de Halley, hein, Oui. qu'on appelle, bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la dénomination, mais c'est 1P Halley. Et puis, bon, on a eu la comète, alors, j'ai plus le nom exact, hein, le C. Etc. Mais par exemple, on a eu la comète Churyumov-Gerasimenko qui a été énormément médiatisée puisque il y a quelques années, Philae a été un petit robot de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, à se poser sur une comète. Ok. Oui, c'est possible ça. Oui, 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 Ok. ça a été une très grande première, évidemment, très médiatisée. Très bien. Ok. Autre chose sur cette présentation de cette comète C 2022 E3ZTF, c'est ça? Voilà, J'ai alors, bien envie de la baptiser différemment, hein. Peut-être qu'on va trouver un nom plus alors symbolique, hein, d'ici la fin de l'émission, parce que maintenant, depuis on a pu l'analyser là depuis une petite année, eh bien, on connaît déjà plus ou moins ses paramètres orbitaux. Donc, on sait qu'elle est passée il y a 50 000 ans environ, hein. Là, c'est à très grosse louche, hein. Ça peut être 51 alors là, oui, 000. tu abordes un point très important, c'est-à-dire la périodicité, hein. Je me permets de couper juste pour dire, je rappelle, hein, qu'en astrologie, on va étudier, hein, le sens de corps finalement céleste, pour lequel, hein, si on va jusqu'à Pluton, le maximum, je dirais, de l'orbite, c'est quand même 248 ans. Bon, ça reste des échelles, voilà, qui nous sont à peu près compréhensibles. Là, vas-y, redis-nous le chiffre. Voilà, donc on sait qu'elle est passée il y a environ 50 000 ans. Oui. Donc, cette comète-là ne tourne pas dans le plan de l'écliptique. Alors, on pourra en parler parce qu'on pourra parler de l'origine des comètes aussi, éventuellement tout à l'heure. Ou bah, je vais tout simplement le faire tout de suite. Alors, tout à l'heure, on disait que les comètes pouvaient tourner dans le plan de l'écliptique. Ces comètes, en fait, elles viennent des confins du système solaire, hein. Donc là, on est largement au-delà de l'orbite de Pluton. Oui, alors ça, c'est quand même important, hein. Je me permets à nouveau. Vas-y, vas-y. Voilà, non, non, c'est quand même pour dire pourquoi, hein, j'ai trouvé intéressant de parler de ça. C'est qu'en même temps, une comète, hein, je n'ai pas précisé, mais ça n'arrive pas, hein, d'un autre système solaire, d'une autre galaxie ou de quelque chose de complètement impromptu. C'est quand même quelque chose qui nous concerne au niveau du système, même si c'est aux confins, c'est bien ça. Voilà, c'est vraiment extrêmement loin. Alors, cette comète, du moins la très grande partie des comètes dites périodiques à courte période, c'est-à-dire qu'on voit au moins tous les 200 ans, elles viennent d'un nuage euh,
de corps rocheux et glacés qui sont situés dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper et qui est bien au-delà comment dire, de l'orbite de Pluton. Et si on va encore au-delà de cette ceinture de Kuiper, alors cette ceinture de Kuiper, c'est exactement comme les planètes, tous ces corps rocheux orbitent dans le plan de l'écliptique. Ce qui veut dire que toutes les comètes qui viennent de ce nuage-là sont en très très grande majorité des comètes qui vont circuler dans la bande du zodiaque, exactement comme les autres comètes. D'accord. Et puis, bah, il y a des comètes comme celle-ci, là par exemple, qui s'est retrouvée entre guillemets perdue dans la Grande Ourse, maintenant dans le Cocher. Et donc ça veut dire qu'elles ne viennent pas de cette ceinture de Kuiper, elles viennent d'ailleurs. Et elles viennent d'un nuage qu'on appelle le nuage de Oort. Alors c'est un nuage très hypothétique qui est situé encore bien au-delà du système solaire, du moins du Soleil et de l'orbite Mais de qui est la quand ceinture de même Kuiper, proche du système et solaire. qui fait toujours partie du Voilà, système c'est solaire. ça qui est intéressant quand C'est même, un hein. petit peu, alors la limite du système solaire est très mal définie, mais là on est vraiment aux limites du système solaire. D'ailleurs, cette comète, quand elle a été entre guillemets propulsée, avant qu'elle soit propulsée dans le système solaire, dans la partie interne du système solaire, a été probablement de l'ordre d'une année-lumière du Soleil. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Ok. Donc là, on est quand même très loin. Pour vous donner un ordre de grandeur, Pluton, dont tu parlais tout à l'heure, n'est que à 5 milliards de kilomètres du Soleil. Oui. Donc voilà, ces corps-là viennent vraiment d'extrêmement loin. Donc ils rentrent dans le système solaire, par les effets de la gravité, des perturbations gravitationnelles, notamment d'Uranus, Neptune. Puis ensuite, Jupiter et le Soleil prennent le relais. Et donc, cette comète-là, on va la voir passer là maintenant, mais son passage auprès du Soleil, là, au mois de janvier, et probablement le dernier d'il y a 50 000 ans, fait qu'elle va très probablement être éjectée du système solaire. Alors, elle va peut-être y rester. Il y a des hypothèses qui font que sa trajectoire pourrait rester à l'intérieur du système solaire, mais là, elle irait quand même très, très, très loin, bien au-delà du nuage de Oort. Et ça paraît très peu probable pour les scientifiques, donc elle sera très probablement éjectée du système solaire. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que son passage là est tout particulièrement proche de Mars, c'est quand même extrêmement hasardeuse, hypothétique et quelque chose qui pourra probablement ne jamais se reproduire? Alors, pour cette comète-là, oui, ça ne se reproduira pas. Clairement, elle ne repassera pas à proximité de la planète Mars, que ce soit visuellement ou physiquement, dans les prochains milliers, voire millions d'années. Ok, donc ça, pour moi, c'est ce qui nous intéresse au niveau du sens, parce que on va pas tarder à montrer quand même. Peut-être que je vais commencer. Alors, pour ceux qui seraient uniquement en train d'écouter en audio, là, je vais arrêter ce partage-là pour vous montrer quelque chose quand même. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'un point de vue astrologique, puis on ira faire une petite visite guidée du ciel qui sera beaucoup plus interactive, pardon, mais déjà vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici, d'un point de vue astrologique. Quand on parle de conjonction Mars avec cette fameuse comète, donc là je l'ai à peine différenciée ici pour que vous voyez où elle se trouve, voyez, mais vraiment, c'est un objet céleste dont nous dit Alain, il ne vient pas a priori d'un fonctionnement qui serait régulièrement dans cette ceinture, non, comment tu dis, dans le plan, pardon, de l'écliptique. Voilà. Elle n'est pas destinée non plus à y rester, n'est-ce pas? Mais par contre, elle passe vraiment près d'un corps planétaire qui nous concerne nous, en astrologie, qui fait que le jour de son passage, donc le 11 février 2023, on peut l'inclure en fait dans la carte du ciel du jour, d'où mon tilt et l'ampoule au-dessus de ma tête en apprenant cette information, parce que vous voyez quand même qu'elle est complètement incluse en fait dans ce qu'on peut
interpréter et définir de la carte du jour. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour ma part, moi, je me positionne vraiment comme une astrologue en recherche, toujours. Je crois que ce qui est très impressionnant dans notre système solaire et au-delà, c'est de pouvoir voir comment on peut être surpris par tout ce qui peut s'en venir et qu'il y a toujours énormément de choses dont on n'a pas encore le sens, dont on ne sait pas. On parlait tout à l'heure des astéroïdes. Pour ma part, toutes ces astéroïdes, c'est-à-dire Junon, Pallas, etc. Voilà, pour ceux qui connaissent, Vesta, etc. Bon, c'est vraiment des astres qu'on commence un petit peu à interpréter, mais pour lesquels, pour ma part, moi, je suis toujours en recherche de savoir exactement quel est leur sens. Là, pour la comète, c'est carrément quelque chose qui déboule, entre guillemets, pas de nulle part, mais d'un plan qui n'est pas le nôtre. Alors, si, du point de vue, tu disais, du fait que c'est quand même quelque chose qui vient du système solaire, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir passer par là, en gros. En tout cas, il y a une rareté là-dessus. Donc ici, ce qui va, moi, m'intéresser, bien sûr, c'est de voir quelles sont les interactions de cette planète. Donc, vous voyez, en astrologie, il y a cette conjonction avec Mars. Donc, ça veut dire que Mars, ce jour-là, est boosté, en fait, par l'arrivée de la comète, d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous disais, moi, je me considère comme une astrologue en recherche. Donc, je n'ai pas plus que vous qui observez le sens profond de qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est qu'on apprend qu'il y a un corps qui, finalement, charrie de l'eau, d'une version ou d'une autre, et puis donc de la poussière qui vient visiter Mars là, et rester avec cette planète Mars, comme ça, en conjonction, et s'inclure dans notre plan du zodiaque pour, en tout cas, ce temps-là. Et donc, elle a forcément, cette comète, un sens pour nous en astrologie. Et moi, ce que je vais regarder dans mon premier réflexe, c'est de voir il y a quoi d'autre dans ce plan. Il y a par exemple le fait que Mars est carré ici à Vénus, comme vous voyez sur la carte du ciel. Donc ça, c'est réel déjà. J'avais remarqué que nous avions un mois de février 2023 dans lequel Mars et Vénus, les deux planètes, donc qui représentent le féminin, le masculin, se trouvaient au carré. Donc un carré, à l'origine, c'est une forme de tension entre les éléments célestes. Et donc, qui vont nous demander à, finalement, trouver un ajustement plus ou moins évident entre nos parties féminines et nos parties masculines. Donc, je me permets de parler de ça avant de revenir sur le schéma qu'on va voir tout à l'heure, qui va nous montrer comment ça se joue, comment ça se passe. Donc ici, ce qui va être intéressant pour moi, c'est de me rendre compte qu'elle vient complètement, cette comète, en soutien de Mars, si on veut dire. Ce qui veut dire qu'elle fait elle aussi quelque part le carré là, avec notre chère Vénus. Là. Donc là, on se retrouve avec une Vénus qui est dans le signe du Poisson, conjointe à Neptune en Poisson, qui est dans son propre signe, je répète, qui est quand même en maîtrise ici dans le Poisson, une Vénus Poisson qui nous parle de tout ce qui va être de l'ordre de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour de cohésion, l'amour fraternel, l'amour agapé des Grecs, puisque Vénus, quand elle se trouve dans le signe des Poissons, c'est une Vénus qu'on appelle exaltée dans la technique astrologique, qui va porter des valeurs hautes, qui va porter des valeurs, je dirais, de pouvoir élargir ce qu'on appelle l'ouverture du cœur, le chakra cœur, à une dimension beaucoup plus universelle. Donc c'est vrai que cette Vénus, à l'heure actuelle dans le ciel, elle nous invite complètement à vraiment devenir de plus en plus, je dirais, capable d'aller dans des amours solidaires, des amours de cohésion. C'est vraiment une grande idéaliste, cette Vénus Poisson, surtout qu'elle est armée, là, à côté de son j'allais dire, presque de son père spirituel Neptune. Là. Donc, voilà, c'est une Vénus qui est en place très forte au moment où la comète arrive. Il y a un fort appel sur ce niveau-là. Et donc, avec quoi y a-t-il une recherche d'ajustement avec un Mars qui, là, dans le secteur du Gémeaux, a quelque chose de beaucoup plus bien sûr, aérien, Mars Gémeaux, et beaucoup une force d'action masculine dans l'idée, dans la pensée, puisque le signe du Gémeaux, qui est à l'origine gouverné par Mercure, va effectivement venir donner une forme d'action, puisque Mars, c'est la planète de l'action, va donner une forme d'action qui, je dirais, s'apprivoise avec les mots, avec le langage, avec la parole, mais aussi avec les compréhensions. Donc, c'est-à-dire que là,
notre appel à notre masculin intérieur. Je ne parlerai pas là des configurations Mars-Vénus en termes de couple ou de relations, je dirais, interpersonnelles. Je vais universaliser, étant donné les dimensions qui s'invitent sur ce mois-ci. Une Vénus très universaliste, une comète qui vient presque là, comme je dirais, faire un miroir de cette Vénus-Neptune et ici, là, le Mars-Comète. C'est comme si on était avec des appels à quelque chose de plus vaste pour moi dans ce mois-ci. Donc ici, notre Mars Gémeaux, je disais, c'est le masculin qui représente notre force d'action, notre force d'aller dans le monde, lancer des projets, oser y aller, se mettre en dynamisme, acquérir, je dirais, une vitalité suffisante pour aller de l'avant et lancer, par exemple, un projet, une idée, etc., se trouve complètement, je dirais, fluidifié dans le signe du Gémeaux par tout ce qui est des idées. Donc, le Gémeaux, c'est un signe qui cogite beaucoup, qui a plein d'idées, qui se dispersent en tous sens, etc. Donc, c'est vrai que le Mars Gémeaux, beaucoup plus aérien, a à trouver ici une forme de cohésion avec une Vénus plus universelle pour ajuster, moi, je dirais, le diapason des idées actuelles. Et là où cette présence de la comète, moi, m'intéresse particulièrement, c'est que donc elle ajoute, je dirais, un pendant venant de quelque chose de beaucoup plus vaste, un petit peu, je pense, sur un plan de dimension autre, un peu comme pourrait l'être ici, Vénus et Neptune en fait. Donc peut-être ce Mars a à s'inspirer, je dirais, de quelque chose. Là aussi, est-ce que c'est de plus universel? Est-ce que c'est de différent? Moi, je dirais que la présence tellement, comment dire, impromptue à la fois et en même temps si ponctuelle, comme une espèce de microclimat là, de cette comète, nous invite aussi à quelque chose de l'ordre d'une dimension de vacuité, d'accueillir un instant présent, quelque chose qui dépasse l'entendement de la pensée. Pour moi, c'est un peu ça l'idée. Et peut-être d'être inspiré par des nouvelles idées. Donc, si vraiment je voulais venir dans les interprétations des relations interpersonnelles entre Mars et Vénus, notamment dans les relations, par exemple, de couple, c'est vrai qu'il y a comme à se laisser, je dirais, ouvrir à vraiment du nouveau. Alors, c'est du nouveau peut-être différemment de ce qu'on connaît avec Uranus, qui est là, mais en tout cas, de se laisser interpeller par quelque chose d'un peu voilà, fulgurant sur le plan Gémeaux. Donc, qui dit Gémeaux dit forcément idée, idée, pensée et surtout variété. Laisser l'esprit diversifier, je dirais, un peu le plan mental aussi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire de cette première configuration-là. Alors, on va maintenant vous la montrer sur un plan, je dirais, plus astronomique. Donc, je vais fermer ce partage-là et je vais laisser Alain un petit peu vous montrer comment ça va se passer dans le ciel, cette arrivée de la comète sur Mars. Et puis, on parlera finalement de, avant ça, à quel moment elle a été dans le zodiaque préalablement. Et on reviendra ici analyser un autre plan. Donc, on retournera sur cette carte. Voilà. Et là, on va partager l'image d'un logiciel bien pratique qui va nous permettre de vous montrer comment cette comète, elle va débouler d'un plan qui n'était à l'origine pas dans le zodiaque du tout, ni dans le plan de l'écliptique, et va arriver sur Mars. Alors, montre-nous un petit peu, Alain, comment ça marche. Voilà, alors là, déjà, on va faire juste un... Montre-nous Mars, déjà. Voilà, Mars, elle est ici, donc avec une étoile emblématique qui est juste en dessous d'elle, Aldébaran, qui est l'étoile principale de la constellation du Taureau. Si on regarde un petit peu plus, on va dire dans le sens à vous comment dire, du zodiaque, vous avez le bélier qui est ici avec Uranus. Alors pour nous en bélier. Oui, alors ça c'était justement la partie voilà, que nous avons traité pour ceux qui sont curieux sur le podcast du mois de janvier. On a détaillé un petit peu plus en quoi les constellations zodiacales que nous utilisons nous dans le signe symbolique en astrologie sont décalées par rapport aux constellations du ciel. C'est un fait avéré. Simplement, nous avons expliqué avec Alain que, contrairement à tout ce qu'on entend beaucoup dans des croyances populaires, déjà, ce n'est pas de 30 degrés complets, et puis les constellations n'ont pas, je dirais, des tailles identiques. Donc, on ne peut pas vraiment dire que tous les signes du zodiaque se sont décalés d'un signe parce que ce serait faux, techniquement. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Je vous invite, pour les plus curieux, à écouter le podcast du mois de janvier. Mais effectivement, ici, il est normal que dans le ciel, nous trouvions
Mars là, dans la constellation céleste, astronomique du Taureau, et que dans les cartes du ciel zodiacal, il se trouve en Gémeaux. C'est quelque chose qu'on connaît, dont on a conscience avec Alain, voilà, en astronomie et astrologie, mais qui ne nous pose pas de problème, puisque nous savons que nous ne parlons pas du même plan, puisque l'astrologue parle d'un plan symbolique, l'astronome parle d'un plan vraiment beaucoup plus, je dirais, technique. Technique et visuelle, voilà, simplement. c'est ça. Donc, tu nous disais, Mars se trouve là. Alors oui, petit point technique aussi, pour ceux qui voudraient regarder cette fameuse conjonction Mars-comète, tu nous disais en aparté avant, bon, ça ne s'observe pas directement à l'œil nu. Qu'est-ce qu'il faut comme outil? Des jumelles minimum? Oui, alors des jumelles suffiront amplement, à mon avis, même d'ici, enfin pas tout à fait une semaine maintenant, pour observer la comète. Bon, ça restera une tache diffuse dans le ciel. Il ne faut pas vous attendre à voir la photo que vous avez vue là il y a quelques minutes. Ça va rester une tache diffuse dans le ciel, mais à proximité de Mars. Et c'est justement ce qui fait la particularité eh bien de cette conjonction, c'est que, je dirais, indépendamment de, comment dire, de la symbolique, si vous voulez l'observer, bah, vous avez Mars à côté qui vous fait une étoile guide, un repère extrêmement simple pour pouvoir l'observer dans des jumelles. Les deux corps, Mars et la comète, seront visibles ensemble dans des jumelles. Donc c'est aussi une manière, je dirais, simple de l'observer, puisque bon, il y a d'autres endroits, il n'y a pas forcément d'étoiles guides. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Forcément. que cette comète, elle est là en fait depuis quelques temps. On en entend parler dans les médias, comme quoi on peut Oui, l'observer. Seulement, elle n'était pas forcément dans des secteurs qui, pour la personne lambda ne connaissant pas l'astronomie, puisse se dire ah oui, elle est là. On peut voilà, regarder au hasard dans le ciel, tandis que là, on saura qu'elle est à côté de Mars. voilà, Pour l'observation. exactement. Et donc, oui, donc pour terminer un petit peu cette présentation, ici, vous avez la constellation des Poissons. Donc, on voit bien la bande zodiacale là, qui est quasiment à l'horizontale. Donc, on a les Poissons, le Bélier. Ici, donc, on a dit le Taureau. Là, on voit que la Lune, au moment là où je suis, puisqu'on s'est mis un petit peu avant la conjonction pour bien vous montrer un phénomène, était dans la constellation des Gémeaux, qui est ici. Et puis si on va plus loin, on a le Cancer, etc. Donc on Oui, voit bien cette bande. tu peux peut-être la montrer, la bande. Voilà, Ça, c'est la fameuse bande. voilà, comme ceci, qui est à peu près la bande du zodiaque. Et pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de comète, a priori, à l'intérieur. Oui, puisqu'elle n'est pas censée être dans ce plan en théorie, c'est Ben ça? non, et là, on va vous montrer d'où elle vient finalement. Donc, ce logiciel, donc, du coup, il permet d'accélérer le temps. Et on va la voir, déjà, on voit le mouvement des différents corps, et on l'a là-haut, dans la croix, la fameuse comète, et on voit qu'elle est en train eh bien, de traverser, de traverser, ouais, voilà, de descendre traverser vers le ciel. Donc là, elle traverse la constellation du Cocher. On voit qu'elle est passée à côté de la brillante étoile Capella, c'était il y a quelques jours, le dimanche 5, ce qui permettait aussi de la repérer facilement, entre guillemets. Et donc, on la voit. Alors, je vais accélérer un petit peu plus, voilà. Hop, attention, on la voit arriver Attention. sur Mars. Toc, Voilà. voilà. Et là, on voit qu'elles sont très proches. Alors, pour ceux qui ont été un petit peu observateurs, vous avez vu que la planète Mars s'est décalée de droite vers la gauche, très légèrement, mais elle a quand même un mouvement, elle aussi. Et donc là, on voit qu'il y a quand même véritablement un croisement, entre guillemets, des deux trajectoires. Alors, dans le ciel, attention, elles ne se croisent absolument pas du tout dans le c'est pas système une solaire. collision, attention, Voilà. donc on précise quand même. Là, Pas en train d'annoncer. Donc là, on est véritablement sur un croisement de trajectoire vu du point de vue de la Terre. Oui, c'est Donc, ça. dans le plan de la profondeur, Mars et la comète sont quand même très éloignés. Voilà, puisque tu disais que pour toi, ça fait 1 degré, quelque chose comme ça, non? Voilà, là, C'est elles ça. vont être séparées Ce qui d'environ pour 1 nous en degré. astrologie est suffisant, puisque voilà, on pourrait aller même jusqu'à 5 degrés, que ça serait encore une conjonction. Voilà, et là on est à 1 degré, tu disais. Oui, Voilà. c'est ça. Donc ce n'est pas bien sûr une collision. Tu fais bien de, de préciser. Effectivement, voilà. Donc c'est des croisements de trajectoires, voilà, qui font qu'elles partagent cet espace. Voilà.
Donc oui, hein, pour montrer, voilà comment hein, cette fameuse comète hein, va être là. Donc, ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu peux nous donner un petit tuyau là, parce que nous parlons hein, du fait que tiens, vous allez pouvoir observer hein, donc le 11 février. Alors déjà, l'heure exacte, hein, c'est à 13h05, hein, et puis donc ça fait du 12h05 temps universel, c'est ça, C'est hein. ça, oui. Sauf que bien sûr, hein, la journée, on ne peut pas observer, on ne verra pas. Donc quand tu parlais hein, d'observer aux jumelles, bien sûr, c'est le soir, hein, ce sera encore temps le soir, dès le coucher du soleil, en fait, d'observer ça. Maintenant, tout le monde ne sait peut-être pas comment repérer Mars dans le ciel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des petits tuyaux là à donner Alors, bon, évidemment, ceux qui connaissent un petit peu le ciel pourront repérer, par exemple, ici, on voit un amas d'étoiles hein, qui fait une toute petite casserole et vous pourrez repérer le V ici des Iades hein, et d'Aldébaran. Et vous avez la planète Mars qui est juste au-dessus. Donc, ça, c'est une manière, voilà, très simple, hein, comme ça, en l'expliquant rapidement, de pouvoir repérer cette configuration céleste. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu plus adeptes de la technologie, vous pouvez tout simplement télécharger une application sur votre smartphone. Alors, vous pouvez, par exemple, télécharger SkyMap, hein, qui est une application gratuite. Vous avez aussi bah, le même logiciel que nous utilisons ici dans sa version mobile, c'est Stellarium. Donc voilà, ou l'un ou l'autre. Alors je vous conseille SkyMap parce que c'est vraiment une application, on va dire, peu gourmande hein, pour les téléphones. Oui, puis c'est simple, Voilà, vraiment c'est très simple. simple, hein. Vous Voilà. pointez le ciel, il vous dit où vous êtes, hein. C'est vraiment comme Google Maps, mais version céleste Voilà, en fait, donc hein. vous Voilà. orientez ensuite votre téléphone sur le ciel et il va Il va vous dire, vous montrer, oui, vous dire, vous pourrez repérer où sont les différents corps et puis vous pourrez même vous amuser à repérer les différentes constellations du reste du ciel si vous avez un ciel de qualité suffisante. oui, parce qu'il y a ça aussi, effectivement. C'est sûr qu'il faut aussi hein, qu'il n'y ait pas un nuage devant Mars. Voilà, alors Voilà. évidemment, il y a effectivement cet aspect météo, mais même si par exemple vous êtes dans un endroit très éclairé avec énormément de lampadaires, de choses comme ça, c'est vrai que vous allez perdre votre vision nocturne. Donc déjà aux jumelles, ça va pas être très simple de distinguer la comète. Des fois, surtout si vous habitez dans dans des petits villages, il suffit simplement de s'écarter du village ou des lampadaires. Bon, dans les grandes villes hein, et les grandes agglomérations, c'est moins facile, mais là encore, il ne faut pas se priver de le faire parce qu'on est en ville et qu'on n'a pas les bonnes conditions. Observer le ciel, ça se fait Partout. partout. Voilà, Mm. c'est la magie d'observer le ciel. On peut le faire même en pleine ville. Et moi, je me surprends des fois en pleine ville, alors que pourtant, je peux observer dans À des endroits l'observatoire, ouais. voilà, bien plus intéressants. Eh ben, je lève les yeux au ciel et je me plais à pouvoir observer les planètes, les étoiles les plus brillantes, les constellations les plus brillantes. Et Mm. c'est aussi ça, la magie de l'astronomie, c'est qu'on peut Exact. observer Mm. en tout temps. Alors en tout temps, pas météo, hein, parce que Oui, c'est évidemment, ça. sous la pluie, c'est quand même Compliqué. déjà bien moins agréable physiquement Mm. parlant. Et puis sur un plan céleste, c'est quand même très pauvre. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, bon, pour repérer Mars, donc, hein, outre ces petites applis, hein, il y a quand même sa couleur caractéristique, hein, Voilà, normalement. très rouge Voilà, orangé, hein. voilà, il n'y en a pas non plus, comment dirais-je, hein, des mille et des cents qui ont cette couleur rouge-orangé dans le ciel. Voilà, Donc, alors en là, il y a quand même... principe, elle est visible, Mars, hein. Oui, alors il y a... Oui, elle est très visible. Par contre, il y a quand même l'étoile, on voit en dessous Aldébaran, qui sans être une étoile rouge-orangé aussi intense que Mars, elle reste quand même d'une couleur qui tire vers le rouge, hein, Ah, vers ok. l'orange. Hmm. Donc, bah, c'est aussi une manière de l'observer, hein, de la repérer. Ben, c'est celle qui sera Au-dessus. au-dessus, tout Hmm. C'est simplement, hein, ça. un peu plus haut vers le dessus du D'ailleurs, ciel. c'est peut-être même un repère supplémentaire hein, pour se dire que tiens, si on en a deux hein, comme Mm. ça, celle du dessus hein, et Mars, et donc avec la fameuse comète ici. Hein, Voilà. voilà, Alors, la comète, que vous verrez. contrairement à ce qu'on dit, tous les médias qui se sont empressés de parler de comètes visibles à l'œil nu, etc. Alors ça, c'est faux et archi faux. Elle est à la limite de la visibilité à l'œil nu. Et quand je parle de limite de visibilité à l'œil nu, c'est en prenant le fait qu'on soit dans un ciel ben, bien noir euh, et avec une vue entre guillemets irréprochable.
Et donc, bah, évidemment, si on n'a pas ces deux éléments réunis, cette visibilité à l'œil nu, elle n'y est pas. Et même si c'est dans ce cadre-là, bah, vous allez voir un point diffus, parfois qui va s'éteindre, hein, parce que bon, il y a d'autres choses Les qui viennent en paramètres. compte. Voilà, c'est le fait qu'on parle de vision décalée, hein, en astronomie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on va avoir l'impression qu'on ne sait pas trop si elle est là ou pas là. Voilà, donc à l'œil nu, vous ne la verrez pas à côté de la planète Mars, surtout si vous êtes en ville avec des lumières parasites, etc., qui vont vous faire perdre votre vision nocturne. Donc, non, Donc des jumelles, hein, tu voilà, disais. des jumelles. Et puis pour ceux qui ont un télescope, ben, Ben, bien sûr, éventuellement, un oui, ça télescope, forcément. Oui, là, ça là, sera évidemment un très évidemment, beau là, spectacle. forcément. Ok, bon, bah merci hein, pour ce partage et puis pour cette vision, hein. Donc là, voilà, hein, d'un point de vue astronomique, cette conjonction Mars-Comète. Donc je vais retourner, moi, hein, sur mon partage de cartes astrologiques à nouveau. Je vais arrêter ce partage-ci. Et puis revenir là, hein, parce qu'il y avait autre chose quand même à signaler, hein, d'important, d'intéressant, de passionnant sur cette observation astrologique. Alors là encore, hein, je vous inviterai ô combien à vous-même hein, questionner le sens de ce qu'on va dire, à vous-même réfléchir, rechercher, qu'est-ce que ça vous évoque, hein, parce que l'astrologie, quand elle se fait recherche, hein, c'est vraiment à l'heure actuelle comment l'être humain peut lui-même trouver du sens en fait à ce qui est en train de se passer sous ses yeux, hein. Le métier d'astrologue, certes, c'est le commentaire des cartes du ciel de naissance, c'est le commentaire des cycles du ciel, mais c'est aussi hein, le fait de pouvoir s'interroger sur ce qui est là, hein, dans le présent, et de pouvoir se demander ben, qu'est-ce qui est présent dans l'humanité en ce moment et sur quoi ça nous interpelle. Donc, je vous ai parlé hein, dans un premier temps du fait que bon, ben, Mars était comme accompagné, épaulé hein, de cette comète. Alors, je reprécise hein, pour les puristes, je l'ai mise là symboliquement hein, pour qu'on puisse la distinguer de l'axe de Mars. Hein, mais comme on vous l'a dit, hein, voilà, en réalité, on pourrait la placer voilà, ici, hein, dans le prolongement. Bon. Donc, c'est juste pour des questions d'ordre, hein, ce n'est pas forcément une conjonction arrière. Hein, je le dis parce que c'était simplement pour que vous puissiez vous repérer. Donc, si je reprends hein, ce binôme, conjonction Mars-Comète, on a parlé du carré là avec Vénus, mais vous voyez qu'ici, hein, ce binôme-là, il se retrouve aussi au trigone hein, de quelque chose qui m'intéresse bien, c'est la conjonction, une autre conjonction, comme quoi, vous voyez, on est avec des duos et des binômes, hein, je remarque. Il y a la conjonction Soleil-Saturne en Verseau également, hein, puisque là, on se retrouve dans deux signes d'air ici, qui sont donc à 120 degrés, hein, trigone en astrologie. Et là, si vous voulez, c'est ce qui m'interpelle peut-être le plus hein, dans cette apparition, la comète. Hein. Parce que ce signe du Verseau, ce n'est pas un signe au hasard, hein, c'est un signe d'air aussi, mais qui représente le signe, je dirais, le plus tourné vers le futur, vers la perspective d'avenir, hein, vers le fait d'avoir des idées avant-gardistes, d'avoir une idée du nouveau monde, comment sera le monde de demain. Hein, comme je dis toujours, le Verseau a plusieurs trains d'avance hein, en général. Et donc, ce signe hein, du Verseau, dans lequel donc, nous nous trouvons actuellement, puisque le Soleil est dans le Verseau, alors toujours pareil, Verseau symbolique, astrologique, hein, il y a toujours pareil cette idée de décalage astronomique, mais en tout cas dans notre symbolique, il se trouve qu'on a encore Saturne hein, qui est pratiquement à la fin de sa course, là dans le Verseau, ok. Et pourquoi je suis intéressée là par ce trigone, c'est parce que c'est comme si hein, cette comète, elle venait, je dirais, appuyer, accompagner vraiment hein, l'essor hein, de tout ce qui se passe dans ce secteur du Verseau. Et donc, ce que j'ai pu découvrir à travers donc, la connaissance hein, d'Alain, c'est qu'en fin de compte, cette comète, quand on recherche, hein, même si elle a été découverte de par sa visibilité il y a même pas une année, par contre, en recherchant, et notamment avec la simulation que nous permet le fameux Stellarium, on s'aperçoit hein, qu'elle était aux abords, là aussi, hein, d'une conjonction importante en 2020. Si je vous dis fin 2020 précisément, je pense que certains pratiquants d'astrologie ont tilté. Qu'est-ce qui s'est passé fin 2020? Il y avait ici, par là, hein, la conjonction Jupiter-Saturne qui sont entrés dans le secteur Verseau. Hein. La grande conjonction, on l'a appelée, hein, et qui est une conjonction très particulière parce que
il n'y avait pas eu de conjonction comme ça de deux planètes, de Jupiter et Saturne dans des signes d'air depuis très longtemps. Et là, pour les 200 prochaines années, enfin un peu moins maintenant, mais à chaque fois, Jupiter et Saturne seront conjointes dans des signes d'air. Donc là, on nous parle bien de réforme des idées, de réforme des pensées, parce que les signes d'air représentent l'évolution de la capacité d'intelligence et d'avoir des visions différentes. Or, le signe du Verseau étant visionnaire, c'est vrai que l'entrée de Jupiter et Saturne en conjonction dans le Verseau, donc très exactement le 20 décembre 2020 dernier, a représenté pour moi, en tout cas c'est mon ressenti, hein, l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler symboliquement l'ère du Verseau, c'est-à-dire hein, dans ce temps où l'humanité est en train de cheminer. Alors ça prendra longtemps, hein, attention, les paradigmes, ils sont très longs, hein, quand vous pensez qu'on a été plus de 2000 ans dans des paradigmes similaires. Donc on est vraiment au temps zéro là, hein, au 0,00,1 hein, de cette ère, mais en tout cas pour moi il y avait quelque chose de symbolique dans cette arrivée de ces deux planètes dans le Verseau. Hein. Or, qu'a découvert Alain hein, en faisant des recherches, eh bien il y avait notre chère comète qui était déjà présente au moment hein, où cette conjoncture-là s'était passée. Hein. Et donc là, maintenant, hein, nous sommes à un mois, hein, je le dis, hein, je fais attention à un spoil pour le mois prochain, un mois de l'entrée de Pluton dans le Verseau. Hein, parce que ça, pour moi, ça va vraiment être l'événement majeur hein, du mois de mars. L'entrée de cette planète Pluton dans le Verseau qui est restée quand même pratiquement 20 ans en Capricorne. Hein. Donc si Pluton rejoint le Verseau aussi, pour moi, il y a quelque chose d'une grande transformation à travers hein, les nouveaux idées, les nouveaux idéaux, les nouveaux paradigmes qui est en train de s'opérer. Et donc, je vous disais, hein, il y a un petit peu plus de 2 ans de ça, au moment de la conjonction, donc Saturne hein, qui est ici pratiquement à la fin du Verseau, Saturne était là, hein, conjoint à Jupiter à l'époque, hein, et donc Alain va nous montrer que notre fameuse comète, elle était déjà dans le fameux plan du zodiaque à cette période, non loin de ces deux planètes-là. Et donc, pourtant, hein, c'est une comète, on l'a dit tout à l'heure, hein, n'est pas tout le temps hein, dans ce plan du zodiaque, c'est même rare. Et donc, elle y était déjà. Donc, pour moi, cette comète, tout d'un coup, hein, il m'apparaît qu'elle a du lien avec quelque chose de l'ordre hein, de cette ère du Verseau, ou en tout cas de ces planètes importantes, hein, Saturne et Jupiter, Jupiter ayant maintenant évidemment avancé, Pluton qui va rentrer dans le Verseau. Donc, la comète, elle vient là maintenant, au mois de février, entre la sortie, je dirais, hein, de Saturne de ce plan et Pluton qui va y rentrer. Hein. Donc, il y a comme un lien, pour moi, si vous voulez, de soutien dans cette fameuse ère. Hein. Donc, peut-être que cette comète, hein, elle a quelque chose au niveau symbolique. Et encore une fois, je vous invite, n'hésitez pas, hein, là, sous la vidéo, à commenter, à nous partager hein, vos ressentis, vos idées sur la question. Mais il y a quelque chose quand même d'un autre plan, hein, peut-être une avancée de conscience, peut-être hein, quelque chose qui est en train d'évoluer que cette comète vient souligner. En tout cas, c'est mon ressenti, hein, je dirais, de cette fameuse présence de la comète. Hein. Voilà un petit peu, et vraiment, hein, nous sommes là pour faire de la recherche ensemble. J'insiste, j'insiste. Hein. Je vous invite à me dire ce que ça vous permet de présager hein, de cette ère du Verseau là, qui est en cours et en quoi ben tiens, hein, il y a quand même des corps célestes qui viennent ici. Hein. Donc c'est pour ça que même, hein, j'aurais envie de vous dire, hein, on pourrait imaginer aussi de la baptiser autrement, hein, puisque en astrologie, hein, on peut aussi hein, avoir cette, je dirais, ce côté beaucoup plus symbolique, mythologique, hein, de se dire, mais finalement, si elle est un soutien là, dans les signes symboliques de l'air et des systèmes de pensée, comment pourrait-on appeler hein, cette fameuse comète? Alors, on ne peut pas la baptiser Uranus, hein, c'est déjà pris, n'est-ce pas? Même si elle a quelque chose à voir visiblement avec le Verseau ou avec l'air. Hein, voilà, elle a quelque chose je dirais, de très rénovateur hein, des systèmes, je dirais, de compréhension, d'ouverture et puis de communication. Hein. Elle a quelque chose aussi peut-être avec les nouvelles technologies, cette comète, hein, avec notre façon de communiquer vers le futur, de comment plus tard on va pouvoir communiquer hein, dans le futur, peut-être aussi, qui sait. Voilà, donc n'hésitons pas hein, à nous amuser à essayer de la baptiser différemment. Donc voilà, hein, je souligne aussi ce trigone et puis on va terminer toute cette exploration en vous montrant un petit peu hein, comment cette comète, elle était un petit peu, alors pas aussi proche hein, que là au niveau des orbes, hein, mais elle était là un petit peu comme en couronne, je dirais, en veille, hein, comme une espèce de gardienne au-dessus là, de l'entrée hein, des deux planètes ici en 2020 dans le Verseau. Hein. Donc je vais laisser Alain un petit peu recommenter tout ça. Ok, alors nous revoilà hein, dans le ciel. Hein, super, c'est quand même magique hein, ces outils.
Et donc, Alain, tu vas nous montrer un petit peu. Donc là, on est revenu en décembre 2020 hein, pour étayer un petit peu le propos là, de nos observations communes. Vous montrer un petit peu, bah déjà là, on est un petit peu avant la conjonction du vin, hein, c'est ça? Tu vas nous expliquer où on est dans les dates, dans le ciel. Voilà, alors bon, là j'ai pris une date entre guillemets un petit peu au hasard. Donc là j'ai pris, on est remonté alors au 12 décembre, mais j'aurais pu prendre le 11 comme le 13. En fait, c'est bien pour bien montrer déjà les trajectoires hein, des deux planètes. Donc là, on voit qu'elles sont légèrement séparées hein, ici, et puis elles sont surtout eh bien, dans le Donc Sagittaire. Saturne et Jupiter, hein, je Voilà, précise. Saturne et Jupiter sont toutes les deux très proches, et puis c'est surtout qu'elles sont dans la constellation du Sagittaire. Alors, pour nous, Oui, astronomes, toujours. hein, Oui, 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 bien voilà. sûr. Et donc, on voit ici la croix, hein, en fait, de La fameuse la fameuse comète. comète. Alors, cette comète, bah là, typiquement, hein, au moment où on est là, elle est quasiment 10 000 fois moins brillante qu'au moment de sa découverte. Donc, on est, on, on ne pouvait de toute façon pas la détecter visuellement à cette période Oui, c'est ce que tu du veux dire, temps, c'est hein. que justement, on a dit tout à l'heure qu'elle avait été découverte il y a moins d'1 an parce que justement, on ne la voyait pas, c'est ça? Elle était Bah, là, mais on ne le savait pas. C'est voilà. ça? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que la confirmation de la découverte date le 2 mars, mais il est probable qu'elle ait pu être observée un petit peu avant. Mais là Hmm. encore, hein, le temps de s'apercevoir si c'est pas des défauts de l'instrument, des D'accord. choses comme ça, de pouvoir observer son déplacement. Hmm. Euh, donc voilà, donc elle a peut-être été découverte peut-être quelques mois avant, mais le temps que toutes les vérifications sont faites, bon, voilà, c'est tombé le 2 mars. Mais dans tous les cas, en 2020, sa magnitude, hein, c'est-à-dire son intensité lumineuse, était, bah, comme je le dis, bah, alors je fais un rapide calcul, ça fait 100 000 fois moins brillante, Ah pardon, oui, quand même. pas 10 000 fois D'accord. moins, hein. 100 Ok. 000 fois moins brillante que, alors en ordre de grandeur, hein, évidemment, là cherche pas à avoir des chiffres exacts hein, de toute façon à ce niveau-là. Donc là, bah, je vais tout simplement accélérer. Oui. Tu vas nous montrer déjà l'entrée de Saturne et Jupiter en conjonction qui change de Voilà, constellation, donc de signe pour nous, hein. voilà, Donc c'est ça. voyez Saturne, Jupiter qui vont avancer conjointement là. Voilà, tout à fait. Alors On voit. toujours la Lune, hein, bien sûr, qui est très rapide, hein, voilà. Voilà, Et là, vous voyez les deux. nos fameuses deux planètes qui sont conjointes ici. Voilà, Ouais. c'est ça. Alors, ce qui nous intéresse, hein, je peux montrer peut-être, voilà, donc voici la conjonction Saturne-Jupiter dont je vous parlais, l'entrée, hein, donc si vous vous reportez à la carte du ciel que je vous montrais, actuellement Saturne est là, hein, vous voyez. Donc, à cette période, hein, ce que nous avons découvert, c'est que la fameuse comète ici était quand même de nouveau sur ce fameux plan du zodiaque, hein, c'est ça, Alain? Voilà, tout à fait, hein. Enfin, elle y était déjà, du moins. Elle en Voilà, est ressortie. Tu vas nous montrer comment elle en est ressortie. voilà, on Mais va. elle y était en tout cas au moment de cette formation hein, de Voilà, conjonction. parce que par effet de perspective, hein, bah, si elle était là il y a 50 000 ans dans le système solaire, et puis il y a toujours, hein, de toute façon, pendant encore énormément de temps, eh bien, ça veut tout simplement dire que par effet de perspective, comme elle était très loin, même si sa position faisait qu'elle se rapprochait de nous, c'est un petit peu comme quand vous regardez, par exemple, une voiture, par exemple, sur le bord d'une route, vous regardez une voiture qui est très très loin, elle peut se rapprocher très très vite, vous allez avoir l'impression ben, que sa position hein, par rapport à vous ne bouge pas. Et puis, Hmm, plus elle va se rapprocher, plus son mouvement hein, dans le sens horizontal va être important. Ben, hmm. c'est exactement la même chose. Là, par effet de perspective, elle était très loin et donc elle a zigzagué, entre guillemets, au gré des, comment dire, bah, de l'orbite de la Terre, hein, tout simplement, autour du Soleil. Hmm, hmm. Elle a zigzagué pendant, bah, à mon avis, plusieurs années. Alors, on était remonté jusqu'en 2015, je crois, et elle était toujours à zigzaguer entre le Capricorne et le Sagittaire. Ok, ouais. Et puis là, on va du coup s'intéresser à sa trajectoire. Là encore, on va eh bien, accélérer le temps et on la voit, hein, elle va ici ben, Alors passer. là, c'est intéressant. Si tu stoppes là, hop. Voilà, donc là, hein, on voit que
au moment où les fameuses planètes, Saturne, Jupiter, tout ça sont dans le secteur donc symbolique du Verseau, astronomique du Capricorne, la comète est toujours je dirais, dans ce plan zodiacal. Donc c'est pour ça que je t'ai fait faire un arrêt pour montrer que elle a, comment vous dire, présidé, si j'ai envie de dire, ou en tout cas, elle a accompagné de sa présence sur ce plan-là qui nous intéresse et qui nous concerne, ces planètes. Et puis, elle va justement en ressortir. C'est ce que tu vas montrer. Voilà, donc on va réaccélérer le temps. Ah, et puis là, Là, elle sort. Ouais. voilà, donc là, on est, il y a globalement un an, là, on est tout début, fin mars, début avril. Bon, là, on Mhm. cherche plus une période qu'une date précise. Oui, c'est Voilà, juste pour indiquer que, encore une fois, c'est périodique, qu'elle n'est pas toujours là, d'où la symbolique intéressante de sa présence. voilà, tout Donc à là, fait. elle sort du zodiaque, on est d'accord. Voilà. Et donc là, on la voit eh bien sortir. Et puis, ouais, alors, j'ai été un peu vite. Euh, voilà, on la voit toujours zigzaguer, entre guillemets, au fil du temps. Et puis là, on va voir que, hop, elle commence à accélérer et à se déplacer. Là, on est à peu près à l'endroit où on l'a découverte l'année dernière, il y a un an, dans la constellation de l'Aigle. Et on voit que ben, plus elle se rapproche du Soleil et plus son déplacement est rapide sur la sphère céleste. Je fais exprès de garder la même accélération du temps pour bien voir sa trajectoire à travers le ciel. Et d'où le terme de- voilà, des comètes, qui sont des astres, on va dire, très rapides. Là, voilà, elle est passée au plus proche du Soleil, a traversé le ciel très rapidement. Et voilà, là, on est le mois prochain. Dans un mois, elle a traversé. Donc, dans ce que tu viens de montrer, il y avait le passage avec Mars. Oui. Oui, et oui, oui, oui. Ok. On l'a entreaperçu, là, bon, Ouais, j'ai d'accord. arrêté. Mais voilà, donc on voit que son mouvement dans le ciel, et là, c'était, on va dire, du début de l'année jusqu'à, allez, en gros, jusqu'à la fin du mois. Je pense qu'elle est intéressante pour les astronomes, dans le sens où elle est visible aux jumelles, dans des télescopes, etc. Donc, c'est, on va dire, la période idéale pour son observation. Alors, pour le grand public, rapprochez-vous aussi des observatoires astronomiques, quels qu'ils soient. Beaucoup ont fait comment dire, des soirées d'observation dédiées à la comète. Certains vont peut-être encore en faire quelques-unes ou l'intégrer dans dans leurs observations. C'est Bien pour sûr, leurs bien sûr. ouvertures régulières, on va dire. Mm, tout à fait. Bon, est-ce que c'est possible de revenir sur notre conjonction là ou c'est Oui, trop? oui, Oui. alors on va y aller. Non, Donc voilà, là, tu reviens à la. voilà, on marche arrière. Ok. Donc là, on était il y a à peu près pas tout à fait un an, voilà. Hmm. Oui, 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 ok. Et on va revenir sur cette fameuse conjonction. Donc, hop, la retraverse le ciel. Quel voyage. Oui, oui. Et puis c'est là aussi où le logiciel est intéressant. On voit les déplacements des Des différentes planètes. planètes. On a vu passer le Soleil, on a vu même Mercure Hmm. qui orbite très rapidement autour de notre étoile. Et donc on va Et bientôt. je vois Saturne qui s'approche de Jupiter. Voilà, ça y est, on va. Voilà. Là, on le fait dans le sens inverse par rapport Là, il y a Jupiter qui a été rétrograde, Ah semblerait-il. mince, Oui, c'est pas j'étais grave, oui. j'étais un peu trop rapide. Je me suis mélangé dans les touches, en fait, surtout. Voilà. Voilà. Super, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer à l'origine. Donc c'est ce moment où, à la conjonction Jupiter-Saturne, qui était rentrée dans notre signe symbolique du Verseau, eh bien nous avions notre chère comète qui était là à présider et un petit peu, peut-être, qui sait, ou superviser, ou accompagner, ou en tout cas faire acte de présence dans cette conjoncture qui aujourd'hui, je vais revenir sur la carte astrologique une dernière fois effectivement, qui aujourd'hui
et effectivement terminé, bien sûr, hein. Et je vous disais, Saturne est en train de vivre ces derniers moments-là, hein, dans ce secteur Verseau. On vient de la voir, vous aurez compris, ici, avec la comète, hein, qui était normalement ici. Voilà, et donc notre comète, hein, qui est là encore. Alors, en astrologie, hein, le trigone, hein, est une forme, si vous voulez, d'aspect, hein, qui apporte, hein, on va dire, une forme de soutien ou de convivialité entre les éléments, puisque ce sont deux signes, hein, qui ont une bonne cohésion, hein, Gémeaux et Verseau ici. Et donc, vous voyez la comète qui est encore là, hein, dans les parages ici. Et donc, effectivement, une fois qu'elle sera partie, hein, nous aurons Pluton qui va rentrer dans le Verseau. Ce sera le sujet de notre prochaine intervention astronologique, hein, pour le mois de mars, où on fera une spéciale entrée de Pluton dans le Verseau, puisque ça, c'est quand même un sacré événement pour les astrologues. Je ne sais pas pour les astronomes, hein, mais je pense que c'est quand même un événement à commenter. Alors, nous verrons, hein, peut-être il y aura des surprises à la clé. En tout cas, voilà, hein, à quoi nous voulions donner partage aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je répète, à vous amuser, à quelque part, si vous avez des idées, hein, pour renommer notre comète, hein, qu'elle ait un nom, je dirais, plus mythologique, plus symbolique, hein, peut-être. Et puis également, hein, si le sens, hein, de la présence de cette comète vous évoque quelque chose, soyons tous, hein, dans ces partages de recherche qui, moi, me passionnent littéralement, hein, pour indiquer un petit peu quel sens pourrait avoir, hein, cette présence au-delà, bien sûr, de mes propres partages, mes propres ressentis qui, euh, il n'en est pas à douter, vont évoluer, hein, entre le moment où je vous partage cette vidéo et le moment où la conjonction aura lieu, hein, parce que en général, ça processe, hein, dans mon esprit, et puis sûrement que j'aurai d'autres sens à y donner. Mais en tout cas, voilà en l'état, hein, ce que je voulais vous partager. Donc, je vais bien sûr remercier Alain de cette intervention par rapport à cette conjonction comète-Mars. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, hein, pour toi au niveau du mois de février à partager? Alors, pour ma part, hein, je ne vous partage pas d'autres événements astrologiques, hein, parce que je crois que celui-ci dépasse largement l'entendement de tout ce qu'on peut commenter habituellement sur les configurations classiques, je dirais, hein. J'ai, vous le savez, hein, ceux qui suivent ma chaîne, un goût depuis quelque temps à vraiment essentialiser au maximum, hein, vous partagez uniquement les événements que j'estime vraiment majeurs, hein, je trouve que c'est important. Donc, de mon niveau astrologique, hein, volontairement, je resterai, hein, sur cette tonalité. Voilà, maintenant, au niveau astronomique, s'il y en a qui se décident à aller observer, que ce soit donc avec des jumelles ou que vous vouliez vous rapprocher d'associations ou d'observatoires ou d'endroits où aller observer éventuellement la fameuse conjonction de la comète dont on va chercher le nom et puis Mars, peut-être vous aurez d'autres choses à observer. Alors Alain, tu veux nous dire un petit peu ce qu'il y aura d'autre à voir quand même? Oui, alors il y a quand même deux beaux événements astronomiques. Alors il y aura en fin de mois, le 22 février, il y a la Lune et Vénus, hein, qui seront visibles en plein jour dans des jumelles, mais aussi évidemment le soir. Et ça sera plus D'accord. intéressant le soir. Mais voilà, l'astronomie, c'est aussi ça. On peut observer les planètes, et bon, alors la Lune évidemment, mais les planètes, hein, comme Vénus, on peut les observer de jour quand on sait évidemment où elles se trouvent exactement dans le ciel. Oui, bien sûr. Voilà, évidemment, la présence du très très fin croissant de Lune va favoriser le repérage, hein, de cette Tu nous as dit le conjonction. 22, c'est Le ça? 22 février, voilà. Ok, donc sinon avec les petits logiciels, hein, c'est quoi Vo- Sky Map, t'as dit? Voilà, Ouais. SkyMap, Stellarium Ok. sur smartphone et aussi PC. Alors SkyMap n'existe pas sur PC, hein, je Non. tiens à le préciser. Lui, il est que sur smartphone. Mais si vous avez un ordinateur, vous pouvez aussi télécharger le logiciel Stellarium qui Ah est ouais, c'est totalement vraiment gratuit. magique, hein, celui sur lequel on travaille là. Voilà. Et alors, on pourrait parler aussi du 28 février où il y aura une très très belle conjonction Vénus-Jupiter dans la constellation, alors pour nous, des poissons. Nous, ce Euh, sera en bélier, oui. voilà. Et Avec donc, l'entrée de Vénus qui changera de signe, hein, qui aura terminé son œuvre en poisson et qui sera effectivement dans les béliers d'ici là. voilà, et donc ça, ce sera visible en début de soirée, dès que le soleil est couché, hein, vous verrez dans les lueurs du crépuscule cette très jolie conjonction. Et puis on peut parler, mais là c'était ce matin, donc évidemment ça sera
trop tard par rapport à la date de publication de la vidéo. Mais il y avait la Lune qui a fait un petit passage par l'Arc de Triomphe pour nos amis parisiens. Ils ont pu observer le coucher de Lune dans Oh, l'Arc de Triomphe, joli, joli. juste avant d'aller travailler, Oh là là. un lundi matin. Waouh, dis donc, il fait moins de parisien parfois. Oui, non, on a une jolie pleine lune, hein, clairement. Bien, bah merci beaucoup Alain pour cette intervention, ce partage, ce voyage stellaire et c'est surtout cette pertinence dans ces regards astrologiques, astronomiques, hein. Donc, en espérant te retrouver le mois prochain pour l'entrée de Pluton en Verseau qui, chez vous, entre en Capricorne, je crois bien. Eh bien, oui, j'espère bien. J'espère bien être au rendez-vous encore une fois. Ce Super. sera un grand plaisir de partager de nouveau avec toi. Ouais, puis on va essayer de vous surprendre la prochaine fois. On va changer de modèle encore, hein. Peut-être que je vous indiquerai tout ça à l'avance pour le mois prochain, parce que là, pour moi, vraiment, l'entrée de Pluton en Verseau, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important, amis astrologues, puisque nous allons quand même avoir un grand transformateur, hein. C'est vrai que Pluton est la planète qui crée la possibilité de transformer en profondeur les systèmes, qui va atteindre ce fameux signe du Verseau. Donc, pour ceux qui escomptent cette arrivée, je dirais, d'une possibilité d'aller vers un, entre guillemets, un nouveau monde, plus conscient, plus spirituel, Pluton va venir donner vraiment un bras fort à l'ensemble. Donc, rendez-vous dans un mois. Au revoir Alain, merci. Au revoir.